Pour la première fois de ma vie, je suis tentée par l'abstention. Je ne me suis jamais abstenue de ma vie. Et pour la première fois de ma vie, je pense que je vais m'abstenir. L'islamophobie, aujourd'hui, elle est extrêmement présente dans le gouvernement et dans la politique qui a été choisie par Emmanuel Macron. Moi, je ne peux pas faire barrage en votant Emmanuel Macron. Et c'est triste. Parce que je sais très bien, je sais pertinemment Emmanuel Le Pen, que Marine Le Pen est pire, je le sais très bien. Mais je ne peux pas mettre Emmanuel Macron dans l'urne, étant donné la politique catastrophique qu'il a mise en place en ce qui concerne les personnes de confession musulmane. Je me demande, est-ce qu'il nous prend pour des idiots ? Vraiment, je ne comprends pas en fait qu'on puisse en 2022 encore jouer cette stratégie-là de retournement de veste avec la politique qu'il a menée pendant ce quinquennat vis-à-vis de l'islam. Libé et Le Monde consacraient hier leur une aux appels du pied d'Emmanuel Macron aux électeurs de Jadot et en particulier de Mélenchon, érigé en troisième homme dimanche. Le président de la République réalise aujourd'hui, seulement à 10 jours d'un scrutin crucial pour l'avenir du pays et de l'Europe, qu'il doit son mandat aussi aux électeurs de gauche pour convaincre un électorat braqué par son quinquennat et son programme clairement de droite. Le président fait des compromis. Emmanuel Macron se dit prêt à reporter l'âge légal de la retraite entre 63 et 64 ans, au lieu de 65. Le président de la République est aussi prêt à toutes les compromissions pour attirer le vote des musulmans, qui ont été pourtant la cible d'une politique particulièrement islamophobe. Je vous laisse écouter un extrait du discours de notre président, c'était le 10 avril dernier. Je veux une France qui lutte résolument contre le séparatisme islamiste, mais qui, par la laïcité, permette à chacun de croire ou de ne pas croire, d'exercer son culte. Et pas une France qui empêche les musulmans ou les juifs de manger comme le prescrit leur religion, ce n'est pas nous. Toujours pas convaincu par la danse du ventre à l'électorat musulman, je vous propose d'écouter cette fois 2 extraits où le même homme s'exprime, mais à 2 moments différents. Mais pourquoi cela nous insécurise, ce voile ? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Nous sommes attachés, et ça c'est très républicain, c'est même révolutionnaire, à cette égalité entre l'homme et la femme. Citoyens, citoyennes. Et donc nous ne comprenons pas qu'il y ait cette différence, cette distance, cette séparation. C'est ça un peu le voile. Et donc c'est ça ce qui vient bousculer notre philosophie profonde, notre vie ensemble. On doit l'expliquer, on doit convaincre, on doit par la pédagogie, par l'école. On doit l'accepter. Mais on doit aujourd'hui l'expliquer, je vous le dis. Je ne suis pas, moi personnellement, heureux que ce le soit ainsi, mais je ne veux pas faire une loi qui l'interdise dans la rue parce que ce serait contre-productif. Est-ce que vous êtes féministe ? Ah oui. Ah, ça c'est bon alors, monsieur. Merci pour le discours européen. Ce qui est beau. Je vous ai écouté. Non, ce qui est beau. Vous êtes féministe ? Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes-hommes ? Je suis pour l'égalité femmes-hommes. Je peux me permettre d'être indiscret ? Oui. Vous portez un voile par choix ou c'est imposé ? C'est par choix. Non, mais Totalement par choix, monsieur. parce qu'il y a les caméras. Non, je vous le dis parce que Totalement par choix, monsieur. avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, il y a Madame Le Pen qui dit « Le vol sera interdit sur la place publique avec moi ». Oui, vous ne rêvez pas, vous venez de voir le président de la République en pleine campagne de l'entre-deux tours féliciter une citoyenne féministe de confession musulmane arborant un foulard, ce même foulard qu'il ne jugeait pas conforme à la civilité. Bonjour Ouided Ketfi. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir. Alors Ouided, tu es une journaliste engagée qui est passée par de nombreuses rédactions, Bondi Blog, Canal+, M6 et Al Jazeera. Tu es très suivie sur les réseaux sociaux. Tes contenus sont viraux et je pense notamment à ta dernière publication sur Instagram qui retrace la politique antisociale et islamophobe d'Emmanuel Macron. Ouided, est-ce que tu veux bien peut-être revenir sur les grandes lignes de la politique d'Emmanuel Macron que tu as résumée en 10 slides très percutants ? Déjà, merci de m'avoir invité ce matin. Je réagis un peu à chaud à ce que tu viens de partager avec le retournement de veste d'Emmanuel Macron. Et juste pour réagir un peu à chaud, je me demande, est-ce qu'il nous prend pour des idiots ?
Vraiment, je ne comprends pas en fait qu'on puisse en 2022 encore jouer cette stratégie-là de retournement de veste avec la politique qu'il a menée pendant ce quinquennat vis-à-vis de l'islam et des musulmans de France. Justement, sur cette slide, sur cette infographie dont tu parles, c'était important pour moi de parler de ça et de parler du barrage avant le second tour. C'est-à-dire le barrage contre l'islamophobie, c'est avant le second tour. C'était très très important, juste pour rebondir sur ce qui a été dit par Marwan Mohamed, qui était avec toi juste avant, qui était très intéressant aussi sur ce barrage et ce vote, où sont un peu appelés les musulmans par Emmanuel Macron. Donc sur ces slides, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que la politique qui a été menée par Emmanuel Macron a été catastrophique en termes d'islamophobie, puisqu'il a inscrit dans la loi de séparatisme la facilité de pouvoir fermer n'importe quelle mosquée par n'importe quelle préfecture sans passer par un tribunal, par exemple. Ça, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande ne l'avaient fait. François Hollande, Manuel Valls ne l'avait fait. Donc ça a été un gros coup dur, en fait, parce que nous... Lorsque Macron se présente en 2017, ce n'est pas le programme qu'il propose. Il se présente comme un défenseur d'une laïcité assez apaisée, un peu sur la ligne de l'Observatoire de la laïcité à l'époque. Et c'est un peu... c'était plus facile, entre guillemets, de faire barrage en 2017. Il y a eu, je pense, de la part de la communauté musulmane, des votes d'adhésion à Macron en 2017. Donc nous, on élit, entre guillemets, je dis nous, parce que moi j'ai voté Emmanuel Macron en 2017, au second tour, pour vraiment cette volonté d'avoir une laïcité apaisée. Je me disais, c'est un peu un Justin Trudeau, ok, sur la politique économique, ça va être une catastrophe, mais au moins on n'aura pas ces débats qu'on avait eus avec Manuel Valls. On a eu pire. On a eu Darmanin, on a eu la loi séparatisme, on a eu la création des CLIR. Ça, c'est très très important d'en parler. Je l'ai développé justement dans l'infographie. Les CLIR, c'est quoi ? C'est un regroupement de plusieurs... de Pôle emploi, de la CAF, de la gendarmerie, de la police, des services de renseignement, de l'inspection du travail. C'est un regroupement de tous ces services de l'État pour traquer des musulmans, en fait, pour traquer des personnes radicalisées. Mais sauf que, quels sont ces signes de radicalisation ? Eh bien, en fait, c'est la pratique de l'islam. Tout simplement, tu te souviens, Castaner avait dit, dans les signes de radicalisation, on a la prière. Donc la prière, c'est une pratique ordinaire de l'islam. Ouais. Une pratique totalement ordinaire de l'islam est un signe de radicalisation. Et donc on a ces appareils de l'État qui vont signaler des gens qui font la prière. Donc on a des agents de la CAF qui vont signaler des gens qui font la prière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça, c'est Macron qui l'instaure. C'est Macron qui fait ça. Derrière, on a donc cette fameuse loi séparatisme qui inscrit dans la loi la possibilité de dissoudre n'importe quelle association, n'importe quelle mosquée. Et on a des cas très très graves, par exemple. Je pense notamment à la mosquée de Pessac, qui était au Conseil d'État hier. Exactement, qui était hier au Conseil d'État avec un. J'étais hier devant le Conseil d'État justement, donc qui a contesté. Alors c'est important de le dire parce que la loi séparatisme permet de dissoudre des associations et de fermer des mosquées par n'importe quelle préfecture, sans passer par un juge. En revanche, la mosquée a possibilité de faire appel de cette décision, et là, c'est un juge qui décide. C'est ce qui s'est passé avec la mosquée de Pessac, qui avait fait appel à Bordeaux. Donc à Bordeaux, le juge avait donné raison à la mosquée de Pessac. Juste pour rappel, les raisons pour lesquelles la préfecture souhaitait fermer cette mosquée, c'était des posts Facebook de soutien à la Palestine, par exemple. Et d'ailleurs, juste pour que nos auditeurs et nos spectateurs le sachent, cette vidéo qui a été incriminée par Gérald Darmanin, c'est une vidéo que tu as produite pour Al Jazeera, à l'époque où tu travaillais pour Al Jazeera. Exactement. En fait, dans les multiples posts dont il est question, il y a une vidéo que j'avais produite à l'époque sur le blocus de Gaza et qui est donc citée par le ministère, par la préfecture, comme incitation à la radicalisation et au terrorisme. Donc, dans la vidéo, on parle juste du blocus que vivent les Gazaouis. Donc c'est quand même extrêmement dangereux en termes de liberté de la presse, en termes de liberté d'expression, en termes de liberté de culte. Parce qu'en gros, on dit qu'une page Facebook n'a pas le droit une page Facebook de mosquée n'a pas le droit de partager des sujets d'actualité, n'a pas le droit de commenter l'actualité, n'a pas le droit d'avoir des avis politiques.
C'est exactement ça dont il est question. On a aussi dans le dossier mis en avant des commentaires non modérés, et c'est sur cette base-là qu'on ferme une mosquée. Et donc devant le Conseil d'État, en fait, donc, le ministère de l'Intérieur a fait appel de la décision du tribunal de Bordeaux, et donc le président de la mosquée s'est retrouvé devant le Conseil d'État hier pour défendre encore une fois le droit des musulmans de Pessac à pouvoir prier dans leur lieu de culte. En particulier pendant le mois du Ramadan. En plein mois de Ramadan. Et la mosquée de Pessac est l'illustration parfaite des dégâts de cette loi séparatisme. Il y a d'autres mosquées qui ont été concernées, qui n'ont pas fait appel et qui ont été fermées. Je pense à la mosquée d'Alone, qui a été fermée, pareil, pour alors signes de radicalisation. Il y avait le livre Les Jardins des Vertueux dans la bibliothèque. Ça, c'est un signe de radicalisation. La mosquée de Nice a partagé un post du CCIF, signe de radicalisation. Et on ferme. CCIF, collectif contre l'islamophobie, qui défend donc les droits... Qui défendait, puisque l'association a été dissoute. L'association a été dissoute, qui défendait, en fait, qui est une association d'aide juridictionnelle aux personnes victimes d'islamophobie. Donc tout ça, c'est extrêmement inquiétant en tout point. En termes de liberté d'expression, de liberté de culte. Ça va de pair avec la charte des imams, qui n'est pas un document juridique, mais tu te souviens qu'il avait été en fait écrite par la main, entre guillemets, du ministère de l'Intérieur pour obliger les imams à se plier à cette censure. Donc dedans, on trouvait des articles disant qu'il était interdit de parler d'islamophobie. Voilà. Et que toute personne qui parle d'islamophobie incite à l'islamophobie. C'était écrit dessus. Et encore pire, on avait carrément un extrait coranique dedans qui disait que si on parlait d'islamophobie, c'était de la médisance. Donc là, on avait atteint un niveau... On culpabilise les croyants. Mais c'est n'importe quoi. Ouais. Et pour reprendre l'exemple de la mosquée de Pessac, le président de la mosquée de Pessac, justement, s'est totalement levé en opposition à cette charte des imams. Il était mobilisé contre la loi séparatisme. Et en fait, cette décision de justice, c'est juste une façon de réprimer un rebelle, en fait, en réalité. Et ça, c'est ce qui est très, très, très inquiétant. Donc c'était important pour moi d'en parler, de rappeler en fait que l'islamophobie, aujourd'hui, elle est extrêmement présente dans le gouvernement et dans la politique qui a été choisie par Emmanuel Macron. Parce que par le choix des ministres qui l'entourent, tu l'as dit, Gérald Darmanin, on peut parler Marième Schiappa, qui va faire des amalgames entre l'excision, le port du foulard, Blanquer et Vidal. Donc pour la plupart des idéologues. Donc en fait, moi, ce que je pense, c'est que au départ, Emmanuel Macron, il n'est pas forcément idéologue. Il n'est pas islamophobe comme c'est les ministres qu'il choisit au départ. Je pense qu'il cède à ces influences-là, et notamment à l'influence du printemps républicain. Et donc, il fait un choix politique. Il cède. Donc, aujourd'hui, il faut qu'il assume. Il a choisi son camp, il a choisi de céder à cette frange-là. On avait l'Observatoire de la laïcité qui était un dernier petit rempart justement à cette laïcité extrêmement offensive qu'a choisi Emmanuel Macron. Il l'a dissous. Derrière, il a dissous, on a dit le CCIF, mais aussi le CRI et tout un tas d'organisations. Combien d'associations, entreprises, organisations en tout ? En tout, alors c'est le rapport de l'ONG Cage qui parle de 718 organisations musulmanes. Donc ça comprend les associations, les écoles, les entreprises. Donc ça c'est important aussi, on va y revenir. Parce que qu'est-ce qu'une entreprise musulmane ? C'est quoi une entreprise musulmane ? Une entreprise qui commercialise des produits à destination des consommateurs musulmans. Ben, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ben, justement, c'est qu'une entreprise musulmane, on l'a vu avec des enquêtes de Mediapart, c'est une entreprise qui a un patron musulman. Voilà, tout simplement. Donc un barbier est une entreprise musulmane, une boucherie est une entreprise musulmane. On a vu... Dans cette enquête de Mediapart, c'était l'inspection du travail justement qui dénonçait en fait cette volonté du gouvernement de les faire inspecter des entreprises tchétchènes, turques, etc. Donc là, qu'est-ce que c'est que cette politique
extrêmement dangereuse en fait, à laquelle s'est donné Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc aujourd'hui, effectivement, moi, je ne peux pas faire barrage en votant Emmanuel Macron. Et c'est triste, parce que je sais très bien, je sais pertinemment j'allais dire Emmanuel Le Pen, que Marine Le Pen est pire, je le sais très bien. Mais je ne peux pas mettre Emmanuel Macron dans l'urne, étant donné la politique catastrophique qu'il a mise en place en ce qui concerne les personnes de confession musulmane. On va y revenir à ce barrage républicain. Tu le disais, hein, Emmanuel Macron a fait un choix politique, mais qui semble toutefois regretté, et pour cause. Tu as vu passer aussi l'article de Haaretz, intitulé « Macron a besoin du vote des jeunes musulmans pour être réélu et il le sait ». Selon l'institut de sondage OpinionWay, 86% des électeurs français musulmans auraient voté au second tour pour le candidat socialiste François Hollande, élu avec 51,56% des voix en 2012. Sans le soutien substantiel des Français musulmans, son adversaire de droite, Nicolas Sarkozy, aurait été réélu, fait remarquer Haaretz. Et en 2017, la participation électorale était élevée, 62% parmi les Français musulmans. Plus de 90% d'entre eux auraient voté pour Emmanuel Macron, tandis que 200 000 auraient voté pour Le Pen. Alors d'ailleurs, Emmanuel Macron a foncé dans les studios de Beurre FM 2 jours avant le premier tour, c'est pas un hasard, ça nous change en même temps des confidences qu'il a pu faire à valeur actuelle. Est-ce que selon toi, voter Emmanuel Macron, c'est faire barrage au racisme anti-musulman? Alors, tu as un peu répondu, mais si on devait comparer Emmanuel Macron au programme de Marine Le Pen? C'est une question difficile parce que aujourd'hui, hier, j'ai posé la question justement hier aux fidèles de la mosquée de Pessac. Je leur demandais, voilà, est-ce que vous comptez faire barrage? Qu'est-ce que vous en pensez? Ils me disaient, mais nous, on est là aujourd'hui, on a pris le bus dans la nuit pour se retrouver à Paris. On ne sait pas de gaieté de cœur. C'est pas Marine Le Pen qui nous a mis ici, c'est Emmanuel Macron et c'est Gérald Darmanin. Dans ces fidèles, il y avait des personnes âgées, il y avait des jeunes, il y avait des personnes d'âge différents, de cultures différentes, d'origines différentes, mais toutes et tous étaient d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la question du barrage, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème parce on les empêche de pratiquer leur foi dans de façon la plus basique. C'est-à-dire aller à la mosquée, c'est basique. On les empêche d'aller à la mosquée. Donc c'est compliqué. Enfin, moi je trouve que Macron se réveille à l'entre-deux tours pour se rappeler qu'il y a des musulmans en France et qu'éventuellement ces musulmans auraient pu voter pour lui. C'est une insulte, en fait, c'est une insulte à tout le monde, c'est une insulte à notre intelligence, c'est une insulte à son intelligence à lui. Il nous prend vraiment pour des idiots. On revient sur la vidéo où est-ce qu'il pense sincèrement qu'en disant « Ah bah je suis content, vous êtes musulmane et féministe », nous on va se dire « Ah bah merci, allez, on vote pour toi ». Non mais de qui se moque-t-on, sincèrement? Après, effectivement, c'est extrêmement difficile parce que on sait qu'on va être les premières cibles de la politique de Marine Le Pen. On le sait très bien. Mais malheureusement, on a été les premières cibles de la politique d'Emmanuel Macron. Alors comment on fait? Comment on se décide? Bon, il s'agit bien évidemment de ne pas appeler à voter Marine Le Pen, qui génère et attise la haine, le racisme et la violence. Et elle est l'héritière d'un homme qui a pratiqué la torture en Algérie. Mais du coup, effectivement, se pose la question de l'alternative qui s'offre à ces personnes discriminées et stigmatisées par les deux candidats. Oui. Comment on fait? En fait, le problème, c'est que c'est exactement ce qu'il voulait et c'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour se retrouver face à Marine Le Pen, justement en se disant, de toute façon, ils vont céder au chantage parce que c'est un chantage de la survie. Et c'est ça, moi, qui me met hors de moi. En fait, en réalité, il aurait très bien pu mener, entre guillemets, sa politique qui est dramatique, sa politique de casse sociale, de destruction de l'hôpital, de destruction de l'instruction, de destruction des acquis sociaux, elle est dramatique. Mais quand on est un électeur, entre guillemets, de confession musulmane, on prend tellement de coups de tous les côtés qu'effectivement, si on avait pris moins de coups en termes de pratiques religieuses, peut-être qu'on aurait oublié, entre guillemets, cette politique de casse sociale pour faire barrage au Front National. Là, il se joue de nous et il nous fait un chantage
Et je vois qu'il y a aussi un choc des générations, c'est-à-dire que je le vois un petit peu dans mon entourage, des personnes un peu plus âgées qui ont justement subi ces ratonnades, qui ont vécu ce que le racisme fait de pire. Eux se posent un peu moins de questions et se disent oui, effectivement, il faut qu'on fasse barrage parce que ça va être pire. Mais les jeunes à qui j'ai posé la question autour de moi, eux sont catégoriques en disant mais non. En fait, le pire, on l'a en termes de violence policière, en termes d'islamophobie, on le vit quotidiennement. Bon, bah, si on vit 5 ans d'un peu pire, bon, bah, tant pis. Il y a aussi ce discours-là qui relativise, entre guillemets, qui n'est pas le meilleur discours. Hein. Encore une fois, moi, je n'appelle en aucun cas à voter Marine Le Pen. En aucun cas. Jamais on met un bulletin dans l'urne du Front National. Mais on est en droit de se poser la question de ce fameux barrage, puisque moi, à titre personnel, ça fait, j'ai fait barrage toute ma vie. Voilà. Depuis que j'ai le droit de vote, j'ai fait barrage, en fait. C'est vrai que dit comme ça, tu vois, tu te dis, c'est assez désespérant. Oui, et puis on fait barrage à chaque fois sur le même chantage. C'est-à-dire, attention, le Front National, attention. Oui, mais à un moment donné, si on vote pour des personnes qui mettent en place, qui font un tapis et qui mettent en place les politiques du Front National avant l'heure, c'est plus possible. Ouais, c'est devenu un programme, hein, le barrage républicain, pour encourager les électeurs à voter. Et tu faisais une proposition, justement, une alternative, parce qu'on voit très clairement, enfin, on a vu ces vidéos-là, on a cet article, on a ce sondage qui montre que Emmanuel Macron a besoin du vote de cet électorat musulman. Oui, mais justement. Donc ça serait quoi ce que tu proposes, c'est qu'il renonce à être entouré par certaines personnes au sein de son gouvernement. Ça serait ça le compromis, finalement. C'est ça, en fait, parce qu'il dit qu'il a besoin, mais qu'est-ce qu'il propose, justement ? Rien. Parce que si sa proposition, c'est de dire à la volée c'est bien d'être féministe et musulmane, c'est pas une proposition politique. Qu'est-ce qu'il propose concrètement ? Parce que Haaretz dit il a besoin du vote musulman. Lui aussi, il sait très bien qu'il a besoin du vote musulman, entre guillemets. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il propose ? Il n'a rien proposé. Parce qu'on parle de compromis. Quels sont les compromis ? Il n'y a pas de compromis. Alors, pour lui, le compromis, c'est de dire dans l'espace public et de dire publiquement que, en gros, le foulard est compatible avec la République. Ça, c'est un compromis. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est juste un rappel de la loi. Non, c'est un rappel de la loi. Et en fait, comme pour lui, le fait de le dire publiquement, en gros, c'est... parce que j'ai un peu regardé BFM et compagnie, c'était CNews hier qui invite Jeannette Bougrabe et qui directement dit non mais c'est inadmissible de dire ça, etc. Donc cette petite phrase dans la rue devient un débat politique. Alors on invite tout le monde, mais vous vous rendez compte de ce qu'il a dit, mais concrètement quels sont les actes concrets, les décisions concrètes qu'il propose pour apaiser en fait le vivre ensemble et la vie des concitoyens de confession musulmane ? Rien du tout. Donc il veut le vote des Français de confession musulmane, il propose rien. Donc oui, effectivement, si il dit, et là je lui lance un appel solennel, si il dit clairement qu'il va se séparer des personnes du printemps républicain, des ministres Emmanuel Blanquer, Gérald Darmanin, Marlène Schiappa, Dominique Vidal, toutes ces personnes qui ont des influences néfastes et qui visiblement risquent de lui faire perdre l'élection par ses choix politiques. Si il affirme qu'il va se séparer de ces personnes-là et qu'il propose, parce que là on parle des personnes de confession musulmane, mais c'est tous les électeurs entre guillemets de Mélenchon qu'il est censé essayer de ramener à sa cause, donc qu'il soit musulman ou pas. Donc là, normalement, on devrait avoir un candidat plutôt de gauche. On devrait avoir des propositions de gauche. Alors, il nous prend pour des idiots. Il nous propose la retraite à 63 ans, 64 ans au lieu de 65 ans, super.
Et c'est un compromis, c'est un énorme compromis. Alors il nous dit que le voile, c'est super, donc super compromis. Il y a 2 semaines, il nous disait qu'on ne pouvait pas le mettre dans les compétitions sportives. Enfin, c'était pas lui, mais c'était ses ministres. Alors on pouvait le mettre dans le basket, pas dans le foot. Il y avait un tri, on allait tirer au sort. À la piscine, il y avait un bonnet. Non, on en rigole, mais c'était ça les discours politiques. C'est-à-dire qu'on a des gens, on a des étudiants qui font la queue parce qu'ils n'ont pas à manger, et on a des ministres qui viennent sur les plateaux nous expliquer que les femmes, dans les compétitions sportives, si elles font du karting dans un casque, c'est bon, et si elles font du foot, elles ne peuvent pas mettre le foulard. Enfin, des étudiants qui se sont aussi suicidés dans leur chambre pendant le confinement. On a des catastrophes sanitaires en France, et on a un gouvernement qui est complètement déconnecté de la réalité et qui se réveille à 1 semaine de l'élection pour essayer de draguer une communauté sur laquelle ils ont tapé pendant 5 ans. Donc voilà, je le dis un peu en souriant, mais je ris jaune. Oui, s'il se sépare de toutes ces personnes, peut-être qu'il a une chance d'avoir quelques voix, mais je ne pense pas qu'il soit prêt à s'en séparer, et je ne pense pas que les gens soient prêts à voter pour lui. Donc la solution, les législatives, la prochaine échéance? Alors les législatives, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, dans toutes les personnes avec qui j'échange justement sur ces résultats d'élection, j'ai bon espoir qu'il y ait une mobilisation assez importante au niveau des législatives, que ce soit dans les quartiers populaires ou dans les votes, enfin les personnes de confession musulmane. Donc ça, c'est la bonne nouvelle entre guillemets, parce que de toute façon, moi je crois en cette possibilité d'avoir un pouvoir avec l'Assemblée nationale. Maintenant, attention, c'est vrai qu'avec une Marine Le Pen, on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas ce qu'elle peut dissoudre, on ne sait pas quels sont... Quand une personne comme elle atteint le pouvoir, quels sont les leviers qu'elle peut mettre en place justement pour barrer la route aussi à ce contre-pouvoir-là. Donc voilà, on est vraiment dans une situation extrêmement compliquée, parce que dans tous les cas, nous, on va être les premiers visés. Donc on va subir quoi qu'il se passe. Les législatives, ça va être très 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 important. Donc il va falloir vraiment se mobiliser, mais ça va dépendre de qui est élu. Ouais, on rappelle juste à celles et ceux qui nous regardent, et parmi eux surtout nos détracteurs, qui seraient tentés de dire que ce constat d'une islamophobie, et surtout dans notre tête, il y a de nombreux rapports d'ONG qui documentent cette recrudescence d'actes anti-musulmans, notamment Amnesty International, pour ne citer que. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tous ces chiffres, toutes ces données dont on a parlé, ce sont des données du ministère de l'Intérieur lui-même. C'est-à-dire qu'il ne s'en cache pas, il est plutôt fier. Les seuls éléments qui sont confidentiels, c'est la liste. Personne n'a réussi à avoir la liste. On a juste les chiffres, mais on n'a pas la liste entière des fameuses organisations qui ont été dissoutes. Donc ça n'a pas été publié. En théorie, normalement, des chercheurs pourraient l'avoir, mais l'État n'est pas tenu de répondre dans les délais, donc ils peuvent l'avoir dans 5 ans. Mais en termes de chiffres, l'État est très fier de dire que 718 associations, organisations ont été dissoutes, que 46 millions d'euros ont été gelés. 46 millions d'euros, c'est-à-dire que ces entreprises, ces associations, lorsqu'elles sont dissoutes, l'État gèle l'argent et donc confisque cet argent. On ne sait pas ce qu'il en fait, on ne sait pas si c'est du racket, on ne sait pas ce que c'est. Et oui, donc c'est assumé par l'État lui-même. Derrière, c'est documenté par des ONG. Donc il y a eu des plaintes aussi contre l'État de par ces ONG, mais on est en 2022, Internet est votre ami, il y a tous les éléments prouvés, les documentations. Il suffit d'aller sur le site du ministère pour trouver les chiffres. Merci Ouidet Ketfi. Bon, il nous reste 10 jours avant le second tour, comme le disait Marwan Mohamed tout à l'heure. Il faut peut-être laisser la colère descendre, le traumatisme aussi de cet échec à 0,8%. Donc on verra ce qui pourra se jouer les prochains jours. Marwan a raison, il est plus sage que moi. Mais
il disait aussi que c'était des colères qui étaient légitimes et que ça pouvait s'entendre aussi, le fait que des personnes qui ont été la cible de politiques extrêmement violentes se résignent à l'abstention. Moi, pour la première fois de ma vie, je suis tentée par l'abstention. Je ne me suis jamais abstenue de ma vie. Et pour la première fois de ma vie, je pense que je vais m'abstenir. Donc, c'est triste, vraiment triste, de nous mettre un peu devant ce fait accompli et de nous faire ce chantage-là. C'est dramatique parce qu'on sait qu'on va être les premiers à en payer les pots cassés. Donc, voilà. Je ne sais pas si la colère va passer d'ici 10 jours. Moi, de mon côté, je ne changerai pas d'avis. Mais après, voilà, on verra ce qui va se passer. Oui. Bon, au pire, Emmanuel Macron accélérera davantage la fuite de ces musulmans vers l'étranger. Un article du New York Times aussi. Au pire, il pourra lutter contre l'extrême droite en tant que député de l'opposition et puis nous montrer à quel point c'est important de lutter contre l'extrême droite. Voilà. Merci beaucoup Ouided Ketfi. Vous pouvez suivre Ouided sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Vous pourrez y trouver des publications très fournies avec des chiffres et des réflexions très passionnantes. Le média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer aux médias sa survie. Aux médias, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre et surtout en libre accès. Les médias ont déjà réélu Macron. Ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David, elle est finie cette campagne. Gratuitement, nous vous avons proposé des talk-shows politiques, des interviews long format où ont pu s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels, dans des conditions que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. On a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal et voici la réponse. On est dans une situation assez dingue où un gouvernement du coup vote une loi sur le secret des affaires pour arranger ses potes et après se cache derrière cette loi au moment où ça peut être déterminant. Quand on contacte l'Élysée en disant il y a quelque chose de grave, là de l'argent versé dans un trust, on n'a pas le début d'une réponse. Et puis quand on réinsiste sur mais il a touché combien Macron, il n'y a plus aucune réponse. Donc s'ils sont de bonne foi, pourquoi ils ne parlent pas à ces gens-là ? Nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait. Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite ? Pas du tout. Cette politique qu'il a menée a favorisé l'extrême droite. On a des gens qui sont des copains de longue date, qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement, c'est pas autre chose, à être responsable de rien devant personne. Et les citoyens n'ont jamais leur mot à dire. Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dont le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi. Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs, la preuve, nos vidéos cumulent 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué finalement à mettre à l'ordre du jour cette question. Je pense qu'il y a une responsabilité qui est quand même, et avant tout celle des gens qui nous dirigent, et notamment depuis 5 ans celle de Macron. Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions. Malgré ça, vous n'êtes que 6 400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal. Très mal. Les abonnements rapportent à peu près 60 000 € et on en dépense 100 000 tous les mois. Ce qui nous fait un déficit de 40 000 € chaque mois. Le média, c'est 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et des contenus de la meilleure qualité possible. Ces sommes dont on parle, elles servent à rémunérer ces travailleurs et à produire les émissions que vous aimez. Aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, faire vivre le média et lui assurer sa pérennité. Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés pour que le média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative Le Média. Plus que jamais, le média a besoin de vous. Ce média, il est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un prix. Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, sans milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité et cette liberté, vous seuls en êtes les garants.